Bonjour Christian Cotten. Bonjour. C'est l'occasion aujourd'hui, plus de 15 ans après une émission retentissante qui s'est produite sur le plateau de Ciel Montmardi, consacré aux sectes, et dont l'animateur est le célébrissime Christophe de Chavannes. Tu avais eu à ce moment-là l'occasion de mettre un petit peu, je dirais, le grand animateur de TF1 dans l'embarras, suite en fait à une volonté de ta part et de ton complice de mettre en évidence une attitude tout à fait scandaleuse des médias en général et de cet animateur en particulier. Donc ce sera l'occasion ici dans cet entretien d'aborder finalement un sujet longtemps après l'événement lui-même, mais pour expliquer la raison pour laquelle tu es sorti en apparence de tes gonds sur le plateau pour mettre en évidence ces choses qui sont inadmissibles de la part de gens qui devraient avoir un petit peu plus de recul face aux choses. Oui, je crois que c'était effectivement intéressant de revenir 16 ans après sur cette émission. J'ai publié il y a quelques jours sur ma page Facebook un condensé de cette émission qui était longue. Quelqu'un que je ne connais pas a aimablement fabriqué il y a quelques semaines un condensé sur quelques 15 minutes, je crois, de cette émission qui reprend les moments les plus intenses, les plus violents aussi. Je crois que c'est effectivement intéressant 15 ans ou 16 ans après de revenir là-dessus pour expliquer le contexte. J'écrivais en republiant sur ma page Facebook cette synthèse, j'écrivais que 16 ans après, en fait, je n'avais pas grand-chose à changer, sans doute même rien, tout simplement parce que ce que j'ai dit ce jour-là reste malheureusement encore d'actualité. Effectivement, c'était un sketch surprenant qui a dû beaucoup bousculer certaines personnes, que un certain nombre de gens n'ont pas véritablement compris, puisque nous avons fabriqué avec un de mes amis qui était présent dans la salle, Joël Labruyère, nous avons fabriqué effectivement, j'allais dire de toutes pièces, non, nous avons interagi avec les circonstances, avec l'environnement, mais nous avons volontairement provoqué un choc, provoqué une rupture, tout simplement parce que nous voulions répondre à un certain nombre d'enjeux et que, ma foi, la seule façon de répondre à ces enjeux dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, eh bien, c'était de créer une rupture violente. Je crois que c'est intéressant de rappeler le contexte de l'époque. Nous sommes en 2001. Cela fait environ 5-6 ans, voire un peu plus, un mouvement collectif impulsé par certains groupes, certains d'entre eux, je les qualifierais tout à l'heure de groupes criminels, pas tous, mais certains groupes utilisant les institutions de l'État ont lancé à partir de 85 avec un fort ralentissement pendant 10 ans, tout simplement parce qu'à l'époque le président de la République ne voulait absolument pas suivre cette histoire. À partir de 95-96 a été lancé un mouvement que nous avons appelé de chasse aux sectes, c'est-à-dire de chasse à un certain nombre de minorités spirituelles. Récentes, nouvelles, depuis les années 70, en France comme ailleurs, tout autour de la planète, sont nés et se sont développés divers mouvements, moi j'appelle d'exploration de la conscience. Alors d'un côté, on a des grandes agences de voyage, je ne vais pas les citer, mais qui sont de grandes organisations internationales, et puis d'autre côté, on a des groupes de méditation locaux autour d'un professeur de yoga ou d'un psychothérapeute ou d'un enseignant en naturopathie, peu importe. Se sont développés effectivement dans les années 60, à partir des années 70, un grand nombre de minorités spirituelles, philosophiques et mystico-ésotériques, si on veut être un peu caricatural ou péjoratif, alors, dans lesquels on a trouvé effectivement diverses et variées déviances ou
violence, d'emprise psychologique sur certaines personnes, mais rien dans tout cela ne justifiait fondamentalement un mouvement de véritable chasse aux personnes. Il y a eu, avec ce mouvement de chasse aux sectes impulsé au plus haut niveau de l'État français, des centaines de victimes. Des gens qui en sont morts, qui se sont pendus, qui se sont suicidés parce que persécutés dans leur travail, persécutés dans leur vie quotidienne, persécutés dans leur vie familiale. Là, nous étions dans ce contexte-là à l'époque, lors de cette émission avec De Chavannes, que je connaissais déjà et qui me connaissait. Il m'avait invité, je crois, 2 ans auparavant, ou 1 an et demi, peu importe, dans une émission assez banale sur RTL, où nous avions devisé gentiment de créativité, d'intuition et de différents thèmes de psychologie. Nous étions donc rencontrés, et là, il me fait inviter à Ciel Montmardi sur le sujet des sectes. Et je me retrouve dans un scénario de ce que j'appelle un procès stalinien ou un procès inquisitorial. Les procès staliniens, les procès inquisitoriaux reposent sur une même technologie, qui est la technologie du double lien paradoxal. Tu es un menteur, prouve-moi le contraire. Ce qui est une parfaite façon de rendre fou quelqu'un, puisqu'il n'y a pas d'issue à ce genre d'accusation. On sait très bien que, par définition, un procès stalinien ou un procès inquisitorial se termine par la mise à mort de l'accusé, que l'on accuse, à qui on reproche à chaque fois ou à peu près, de toute façon, de mentir et de cacher. Et face à cette situation de procès de type inquisitorial ou stalinien, j'avais à peu près un seul choix, être parfaitement d'accord avec tout le monde en disant oui, vous avez raison, les sectes c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'une secte? Une secte, c'est le groupe de l'autre. C'est-à-dire, c'est le groupe auquel un autre appartient et qui n'est pas le groupe auquel moi j'appartiens. Alors bien sûr, on sait, on ne va pas revenir là-dessus, il y a dans tous les groupes, quels qu'ils soient, des pathologies. Ça commence au couple, la pathologie, et puis quand après il y a une famille, la pathologie est fréquente aussi. Ça se termine dans un certain nombre de cas mal, par des divorces et des conflits divers, et n'importe quel groupe humain, que ce soit une grande école avec les pratiques rituelles d'initiation et de, comment appelle-t-on cela, les mots m'échappent, pardonne-moi, lorsque dans les grandes écoles on pratique des rites d'entrée particulièrement violents, de bizutage, on est dans une forme de pathologie. Les systèmes d'emprise psychologique sont parfaitement connus dans les groupes, dans les familles, dans divers systèmes, que ce soit des clubs inoffensifs par ailleurs, sur des thèmes divers, etc., etc. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème des pathologies de groupe, il est universel. On le trouve aussi bien dans des grandes entreprises où on va avoir du harcèlement, etc., etc. Et par contre, l'enjeu, en fait, du contexte de l'époque, c'était le développement des minorités spirituelles. C'est-à-dire, développement de quoi? Développement de formes diverses et variées d'éveil, d'expansion de conscience, avec un enjeu derrière de pouvoir. Les grands systèmes religieux ont besoin de contrôler les âmes. Et dans les grands systèmes religieux, en France, depuis, on va dire, quelques siècles, nous avons 2 grandes églises. L'Église catholique et romaine, avec quelques annexes autour, la chrétienté, on va dire. Et puis nous avons ce que moi j'appelle l'église maçonnique, qui est une église, elle repose comme toute église sur un mythe, enfin des mythes, des rites et des symboles. Nous avons là les 3 caractéristiques de n'importe quelle religion. Église catholique d'un côté, ou chrétienté de façon un peu plus large, église maçonnique de l'autre côté. Puis la France a vécu sur ces 2 piliers religieux-là depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, avec une espèce d'équilibre dynamique, de guerre entre ces 2 grandes églises, mais les 2 contrôlaient l'essentiel de la population. Les athées laïcs, bien souvent francs-maçons, ne se rendant pas forcément compte qu'ils étaient quand même dans un système religieux, même s'ils se prétendent simplement philosophiques, et puis de l'autre côté, la chrétienté. Et dans les années 70,
l'hindouisme, le bouddhisme et de multiples minorités spirituelles qui se sont fabriquées, parce que la spiritualité c'est ça, c'est de la créativité, c'est de la découverte, c'est de l'intuition, et l'émergence d'une multiplicité de minorités, finalement c'est quelque chose de très banal. Lorsque l'on rentre à l'intérieur de l'Église catholique, c'est un ensemble de sectes de l'Église catholique, c'est-à-dire de monastères, de groupes de monastères, de chapelles, d'écoles, de traditions différentes où tout le monde est d'accord et personne ne l'est les uns avec les autres. Et donc on a un phénomène naturel contre lequel tout d'un coup une partie de certaines loges maçonniques et une partie de certains groupes plus ou moins héritiers de l'inquisition moyenâgeuse de l'Église catholique s'allient entre eux, alors au motif de quelques dizaines, centaines, pourquoi pas, dérives diverses et problématiques diverses, tout d'un coup se mettent à faire la chasse aux sectes au travers d'institutions comme la MILS, puis la Mivilude derrière. Je ne vais pas citer les noms des gens concernés, ils ont tous disparu de la circulation politique et c'est tant mieux depuis cette époque. Ça s'inspirait de la chasse aux sorcières. Hein. C'est une forme de chasse aux sorcières. Alors pourquoi cette chasse aux sorcières ? Volonté de pouvoir et de contrôle des deux grands systèmes. Alors les deux grands systèmes aujourd'hui sont très très mal à l'aise parce qu'ils sont confrontés à laisser s'introduire entre eux un nouveau système religieux qui est l'islam. Et là ils sont perdus. On ne va pas développer ce sujet-là, mais c'est intéressant de bien comprendre ça. La France a vécu très tranquillement pendant en gros 2 ou 3 siècles avec ses deux piliers, l'Église catholique et l'Église maçonnique, et tout d'un coup elle est obligée de faire une place à l'islam depuis 20, 30, 40 ans. Et là, évidemment, ça coince de partout. Mais c'est un peu un autre sujet. Chasse aux sorcières, parce que volonté de pouvoir, volonté de contrôle. Deuxième enjeu, cacher un certain nombre d'autres problématiques beaucoup plus graves. Autre problématique beaucoup plus grave, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, et nous étions en plein dedans à l'époque, le dossier de l'ordre du Temple solaire, qui est un dossier de corruption politique, qui est un dossier militaire, qui est un dossier financier, à grande échelle, qui concerne beaucoup de monde au sein des institutions de l'État à l'époque, et qui aboutit à 75 morts, ou à peu près. Et par rapport auquel il y a une volonté collective de mettre un couvercle. Parce que le dossier est trop dangereux. Le dossier implique trop de monde, il implique des problématiques de trafic de matériaux nucléaires à l'époque entre l'URSS finissante, après le mur de Berlin, avec le Québec, avec l'Italie, avec l'Iran. Le dossier est beaucoup trop dangereux, alors il faut faire un couvercle. Faire la chasse aux sectes en disant, vous voyez bien les sectes, c'est dangereux, la preuve, le suicide collectif de l'ordre du Temple solaire. Ça fait une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. On est au milieu d'une grosse arnaque. Ça, c'était un des enjeux. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'émission de Chaval, à l'occasion de quelques phrases échangées avec un magistrat qui connaissait largement, aussi bien que moi, le dossier. Autre enjeu de la chasse aux sectes, le pouvoir, cacher des dossiers de corruption politique, de financement politique obscur. Derrière l'histoire de l'OTS, il y a beaucoup de financement politique parfaitement obscur et très documenté pour les gens qui ont fait un minimum de travail là-dessus. Troisième enjeu, la guerre pharmaceutique. La guerre pharmaceutique, à partir des années 70-80, les grands systèmes de l'industrie chimico-pharmaceutique, ceux que j'appelle parfois les herboristes du diable ou les herboristes empoisonneurs, ceux qui fabriquent toute une série de produits chimiques. Certains sont utiles, là n'est pas la question, mais un certain nombre d'autres, et on le sait au travers de multiples scandales, sont de véritables poisons, à commencer par exemple par un certain nombre de vaccins, de prétendus vaccins, qui sont en réalité de véritables poisons inutiles,
efficace et dangereux. À partir des années 70, 80, 90, un certain nombre de personnes ont parfaitement anticipé le développement des médecines que l'on a appelées douces, alternatives, que moi j'appelle volontairement médecine féminine, pour les distinguer des médecines industrielles, chimiques, financières, qui sont des médecines, lorsqu'elles sont utiles, des médecines d'urgence, et qui sont ce que j'appelle les médecines masculines. Bon, c'est encore un peu un autre sujet, mais qui mériterait d'être développé. Mais première approche, c'est une distinction. À partir des années 70-80, on a eu une véritable guerre qui s'est enclenchée contre les médecines féminines, les médecines de prévention, les médecines d'accompagnement, les médecines de convalescence. Et parce que tout simplement des enjeux financiers considérables. Et bon nombre de gens ont compris à cette époque qu'il y avait un lien entre le développement des minorités spirituelles visant à l'éveil, l'expansion de conscience, le développement d'autres façons de concevoir le monde, l'émergence de valeurs féminines et l'émergence des médecines complémentaires. Et donc il devenait important de casser les médecines complémentaires, de casser le développement de tout ce qui était séminaire de développement personnel et développement de multiples formes de psychothérapie permettant aux gens, précisément dans un certain nombre de cas, de se dégager de la chimie et étant beaucoup moins contrôlables. Et lorsque l'on mélange tous ces enjeux, cacher des dossiers de corruption politique extrêmement lourds, violents, criminels, liés à la géopolitique internationale et au trafic d'armes, restreindre le développement des médecines complémentaires, douces, féminines, etc., et garder un pouvoir de contrôle sur ce que moi j'appelle le marché de la spiritualité au travers des églises chrétiennes et des églises maçonniques, lorsqu'on mélange tout ça, eh bien, ça nous donne le contexte de l'émission de Chavannes, de Ciel Montmardi du 6 février 2001, si mes souvenirs sont exacts. Nous sommes invités, et je suis invité là pour me faire massacrer, ou bien pour que j'accepte de dire oui, oui, vous avez raison, les sectes c'est dangereux, il faut lutter contre tous ces gens-là, alors que moi j'arrive avec des dizaines, voire des centaines de dossiers de victimes, de gens qui se sont fait massacrer avec cette chasse aux sectes. De Chavannes dira au cours de l'émission, vos victimes, on s'en fout. Alors qu'en même temps, il y avait présent des prétendues victimes de sectes, dont un de mes voisins immédiats qui a passé sa soirée à me conseiller de prendre du Prozac, bonjour le délire, et qui était ce que nous avons appelé un témoin bidon. J'ai publié quelques jours après, le 6 février 2001, un texte qui justifie le fait que je désigne cet individu comme un témoin bidon. C'était un pauvre homme en situation de divorce violent avec son épouse, un enfant, et qui s'est servi de cette histoire de chasse aux sectes pour se battre avec sa compagne qui l'entretenait alors qu'il ne travaillait pas, qu'il était violent avec elle, et tout simplement parce que la dite compagne allait faire de la méditation dans un groupe de yoga du voisinage. On est dans le n'importe quoi. De Chavannes n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le genre témoin victime de secte, et il a choisi celui-là qui était très volontaire. Par ailleurs, on avait sur le plateau un certain nombre de personnages tout à fait intéressants. Je ne vais pas revenir dessus, ils apparaissent dans la vidéo, les lecteurs jugeront par eux-mêmes. Dans le contexte que je décrivais tout à l'heure, la manière dont l'émission a été préparée, le choix que j'avais était le seul choix réaliste pour moi, pour les amis qui m'entouraient, qui étaient présents dans la salle parmi le public robotisé comme on a pu le voir. Le seul choix réel que j'avais était effectivement de créer une rupture. Donc je me suis un tout petit peu préparé pour le faire, et puis j'ai joué mon numéro. Alors certains, évidemment, m'ont pris pour un fou dingue surexcité. J'étais en réalité, au fond, très très calme, comme je l'ai d'ailleurs montré à certains moments, ce qui m'a permis aussi de déstabiliser psychologiquement de Chavannes de manière assez
assez violente pour lui. Je lui ai offert de lui expliquer très tranquillement comment on pouvait faire ce genre de choses. C'est jamais que l'art du comédien, ça fait partie aussi de mon métier de savoir faire ce genre de choses. Alors effectivement, j'ai, au moins en apparence, piqué une grande colère, tout simplement parce que le but était de renvoyer à certaines personnes qui étaient présentes sur le plateau. D'autres étaient de simples naïfs, comme Bruno Solo, que j'ai croisé à une autre occasion quelques temps plus tard, et avec qui nous avons fait copain-copain, parce que lui aussi s'est rendu compte qu'il avait été soumis à un certain nombre de manipulations. Il n'est pas plus naïf que cela. Bon, moi je m'adressais à certains personnages du plateau, et mon but était de renvoyer le miroir caricatural de leur propre violence. Et 15 ans, 16 ans après, je me dis, finalement, j'ai pas si mal joué que ça. Ça m'a coûté très cher derrière, parce que j'ai perdu immédiatement la clientèle dans le monde de l'entreprise où j'exerçais avec succès à l'époque. Ça m'a coûté effectivement très cher, mais 15 ans, 16 ans après, je suis très fier de ce que j'ai fait, parce que cela permet au moins aujourd'hui à un certain nombre de personnes de comprendre à quel point nous sommes dans un environnement politique de manipulation permanente par un certain nombre de médias qui sont au service, in fine, lorsque l'on analyse véritablement les dossiers, qui sont au service de véritables bandes criminelles organisées qui utilisent d'une part les institutions de l'État pour commettre un certain nombre de crimes, dont certains sont de véritables crimes de masse, qui utilisent donc les institutions de l'État et évidemment les médias qui sont aux ordres de ces dites institutions, ou du moins d'un certain nombre de réseaux. Et je crois que de ce point de vue-là, cette émission est salvatrice. Alors, moi, effectivement, ça coûte cher un peu à ma propre image, mais j'ai envie de dire, je m'en moque. J'ai fait mon job ce jour-là, j'ai fait ce que j'avais à faire. De Chavannes a perdu son émission le lendemain matin, clairement. Je l'ai su par l'ex-maîtresse d'un de mes amis proches qui travaillait dans l'équipe de Chavannes. Il a perdu son émission, il y a eu un épisode la semaine suivante, et puis après c'était terminé pour lui. Ce n'était pas mon but en soi d'assassiner ce pauvre garçon, mais c'est en tout cas ce qui s'est effectivement passé. Bon, voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de dire, fermons le dossier quelque part, et ne le fermons pas non plus, parce que cette émission raconte quelque part en creux ce qui se passe encore aujourd'hui en matière de manipulation médiatique et politique, dans le but de cacher un certain nombre de choses que l'on préfère ne pas voir. On a le même phénomène avec l'utilisation systématique du terme complotiste, sans bien sûr que les gens qui utilisent ce terme-là précisent que c'est une invention de la CIA pour justement museler, je dirais, les propos un peu hors système. Oui, historiquement, on sait, effectivement, c'est documenté de manière très claire, que la théorie du complot a été une opération qui a été mise en place volontairement par un certain nombre de services américains, précisément au moment de la mort de Kennedy, où il y avait une version officielle à défendre, à soutenir, pour cacher des vérités qui n'étaient pas bonnes à dire à l'époque, et donc on a considéré que, enfin les services compétents américains ont considéré que cette logique de théorie du complot était la meilleure façon de décrédibiliser tous les chercheurs de vérité authentiques, tous les journalistes qui simplement voulaient savoir et faire savoir. La meilleure manière de faire et de les accuser d'être des paranoïaques tenant de la théorie du complot. Alors ça fonctionne encore, mais j'ai l'impression que ça fonctionne de moins en moins parce que le public est lucide. Enfin, en France comme aux États-Unis, beaucoup de gens comprennent bien qu'il y a l'histoire officielle et puis il y a, précisément si on parle d'histoire officielle ou de vérité officielle, c'est qu'il y a une vérité qui ne l'est pas, et si la vérité non officielle ne se rapprocherait pas
de la véritable vérité, on ne parlerait pas de vérité officielle. Bon, on est dans le grand n'importe quoi, enfin on est dans la manipulation psychologique permanente pour effectivement faire voir le haut de l'iceberg des opérations militaro-politiques diverses et variées pour cacher le dessous de l'iceberg. C'est là que se passent les choses véritablement intéressantes. Je crois qu'on est aujourd'hui à une période où le bas de l'iceberg se découvre de plus en plus quant aux manipulations multiples et variées dont les États occidentaux en particulier sont les premières victimes. Je ne dis pas qu'ils sont responsables, les États sont utilisés par un certain nombre de bandes criminelles organisées à différents niveaux qui se servent de cette thématique de la théorie du complot pour cacher leurs crimes. En français, enfin, il y a une espèce d'arnaque avec cette histoire théorie du complot qui est une arnaque fondée sur des problématiques de traduction. En droit français, on parle de bande criminelle organisée. D'accord ? Et c'est un concept qui est très clair en droit. Cette expression de crime en bande organisée, en anglais ou en américain, c'est conspiracy. C'est une conspiration qui est un vieux terme français que l'on n'utilise plus véritablement, et en tout cas pas en droit. Et par un effet de retour, on nous renvoie la traduction de conspiracy en complot. On est dans n'importe quoi intellectuel et culturel, encore une fois. La véritable expression en français, c'est crime organisé. Alors oui, un certain nombre de gens dénoncent des crimes organisés par les systèmes étatiques, par des individus qui se servent des institutions pour commettre leurs crimes. C'est de ça dont on parle. Le détournement des... Oui, on est dans des détournements d'informations permanents, mais je crois que... Des institutions... Et des institutions et du langage. Et du langage. Ça, c'est l'art ultime pour manipuler les foules. C'est de distordre le langage. Il y a quantité d'exemples. On ne va pas développer là ces sujets-là, parce qu'on ne va pas en finir, mais bien sûr, il y a quantité d'exemples de distorsion des mots au profit de résultats multiples visant avec la tête à l'envers des individus. Finalement, l'entretien que tu viens de nous accorder est comme la conclusion d'un très long épisode qui a commencé finalement un tout petit peu avant, ou pas très longtemps. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le terme de conclusion. Ce n'est qu'une étape pour moi, parce que le dossier de l'ordre du Temple solaire, un jour, va être mis à jour. Alors peut-être ça sera juste un dossier d'archives historiques, mais je suis certain qu'il va ressortir un jour, parce que c'est un très lourd dossier. Pour moi, il fait partie des grands dossiers où est appliquée la première loi de la République française, enfin dans son application concrète, qui est la loi de l'Omerta. Dans le monde politique, dans le monde judiciaire français, la première loi que l'on applique effectivement comme loi de la République, ou pseudo-loi de la République, c'est la loi de l'Omerta, c'est la loi du silence. Le dossier de l'OTS fait partie de ces grands exemples où on applique la loi de l'Omerta, comme le dossier Bérégovoy, comme le dossier Robert Boulin, qui est un peu plus ancien. 38 ans après, on réouvre une instruction sur un assassinat politique. Tout le monde dans la classe politique sait que M. Boulin a été assassiné, comme tout le monde sait que M. Bérégovoy a été assassiné. Maintenant, il y a une convention collective au sein de la classe politique, Omerta, parce que c'est trop dangereux. Et ces dossiers-là, un jour ou l'autre, deviennent des dossiers d'archives historiques, et là, les vérités émergent. Et donc le dossier de l'OTS, un jour, finira par émerger. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas véritablement une conclusion, c'est une étape, c'est un épisode, là, aujourd'hui, en 2017, 16 ans après de Chaval, mais je suis certain qu'il y aura d'autres épisodes, un peu plus tard. Moi, j'ai le temps de vivre 125 ans, c'est la durée moyenne raisonnable d'espérance de vie pour un humain qui fait un petit peu attention à son véhicule terrestre, donc j'ai encore beaucoup de temps devant moi. C'est en tout cas la conclusion de ce qui s'est passé sur le plateau de Christophe de Chavannes. Tout à fait. C'est-à-dire l'explication l'explication du texte. L'explication du texte. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Merci. Eh bien, merci Christian Cotten de nous avoir donné cet éclairage et finalement
nous comprenons mieux ce qui s'est passé sur ce plateau à cette époque-là. Merci. Au revoir. Merci à toi. Merci.